Bonjour et bienvenue au podcast de Sursalerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de... Zelda! Comment ça va? Je vais super bien, et toi? Oui, et j'ai fait comme une petite modification. Je voulais voir si c'était pour te perdre. Ah, Hein? Pas super, hein? t'as bien récupéré ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on récupère un sujet qu'on a parlé parce qu'on retourne dans les personnages occultes. Donc, on avait commencé déjà le sujet il y a quelques semaines probablement sur des personnes qui ont marqué l'histoire, qui ont fait ensemble que leur petite contribution, dans le fond, a changé peut-être la facette de certains débuts ou en fait certaines conceptions de l'occulte et de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, on va continuer avec les personnages qui ont influencé l'occulte. Bonne écoute! Oui. Ensuite, on a encore un autre nom à coucher dehors. C'est Philippus Aureolus Theophrastus Bombatus von Onnenheim, qu'on appelle Paracels. Pour la suite, on va continuer de l'appeler Paracels, c'est pas mal plus simple. Très d'accord avec ça. Lui, il est né en 1493 et il est décédé en 1541. Lui aussi, c'est un médecin, mais c'est un médecin de la Suisse allemande. Tu sais, oui, son nom, ça fait allemand, mais il vient de la Suisse. Ses expérimentations et ses idées touchaient l'alchimie, l'astrologie et la magie céleste. En gros, c'est comme le précurseur de la médecine holistique puis de la magie naturelle. Il a fait comme plusieurs traités, par exemple sur la chimie, la guérison par les plantes puis les minéraux. La majorité de ses écrits ont été publiés après sa mort et on dit que certains pourraient pas être de sa main. Tu sais, comme, c'est-tu lui, c'est-tu pas lui? On n'est pas sûr, mais c'est son nom qui est écrit dessus. Par exemple, Of the Supreme Mysteries of Nature, les mystères suprêmes de la nature, traduction libre, ben ça, on n'est comme pas sûr si c'est vraiment lui qui l'a écrit. J'aurais tendance à penser qu'à l'époque, par exemple, quelqu'un qui voulait devenir médecin devait avoir un médecin tuteur un peu plus. Mais tu sais, on fait ça aujourd'hui aussi, là, mais... Fait qu'il y a peut-être de ses disciples, techniquement, qui ont quand même suivi ce que lui avait comme pensée. Fait que ça serait peut-être ces gens-là qui auraient poursuivi les... Ben, il y a des chances. Il y a des fortes chances. Il y a des fortes chances, sauf que là, ben, les rumeurs sont quand même assez fortes. Fait que Mhm. on est comme pris dedans. C'est une grande inspiration pour la spagyrie, qui est une espèce comme d'alchimie médicale, un peu l'ancêtre de la pharmacie, là, c'est de guérir par les plantes, Mhm. et les médecines alternatives aussi. En gros, lui, il dit que c'est pas l'herbe qui guérit, mais c'est la vertu qu'elle contient. C'est comme la deuxième fois qu'on entend parler de ce genre de choses-là, mais ça résume un peu sa vision là, de la médecine magique puis énergétique. Dans ses principales œuvres, il aurait écrit l'Archidoxe magique, Archidoxis Magica, je pense que ça se dit. Ça expose sa doctrine des talismans, des sceaux magiques, de la médecine hermétique en basant la guérison sur l'influence des astres. Encore là, c'est tous des domaines qu'on a entendu parler aujourd'hui. Là. Il a écrit Le trésor des trésors des alchimistes. Fait que c'est Theosaurus Thesaurorum Alchimistorum, parce que dans ce temps-là, il aimait bien ça écrire en latin. Ça traite de l'alchimie, mais dans une perspective qui dépasse la simple transmutation des métaux. La transmutation des métaux, c'est comme l'espèce de c'est le fait de transformer le plomb en or, Mhm. entre autres. Lui voyait ça plus comme une voie spirituelle, puis une science de la nature. Il a écrit aussi Liber de Nymphis, Sylphis, Pygmaeis et Salamandris et des Caeteris Spiritibus. Je pense que je l'ai dit comme il faut. Mhm. C'est un traité sur les êtres élémentaires, parce que là, on voit, tu sais, comme Sylphis, je trouve que ça fait... t'as peu, le nom ne revient pas, là, mais tu sais, comme Les Salamandris, c'est sylphes? les salamandres, les sylphes. Ouais. C'est comme j'étais pas sûre, oui. Les salamandres et tout ça. Fait que là, tu sais, les nymphes. Fait qu'on a, je pense, Liber, c'est un livre. Fait que c'est le livre comme tu sais, comme voyons, des nymphes, des salamandres et toutes des petites créatures, des êtres élémentaires. Nymphes, sylphes, pygmées
et salamandre, pygmée. C'est ce qui me manquait, puis tu avais raison pour les sylphes. Puis, c'est ça, c'est les esprits de la nature, une espèce de conception centrale dans sa cosmologie. Il a écrit aussi Astronomia Magna, qui expose sa vision de l'astronomie puis de l'astrologie. Il considérait comme indissociable de la médecine. Il développe l'idée que l'influence des corps célestes sur le corps humain. Les deux, ça a un sens. Par exemple, le macrocosme, qui est l'espèce de très grand, puis le microcosme, qui est le petit. Fait que l'univers, c'est le grand, puis l'être humain, c'est le microcosme, c'est le petit. Je serais curieuse de savoir à quel point, par exemple, l'influence de la Lune sur le corps humain, on le voit, là, sur les eaux, là, par exemple, les marées hautes, les marées basses. À quel point aussi, il y a dans certains domaines, par exemple, quand il y a des pleines lunes, il y a plus de femmes qui accouchent. Ça a un... Oui. Il y a des mini-corrélations. Je sais pas si c'est ça qui fait que beaucoup des Les urgences médecins sont plus voyaient... fous que... Ouais. Si c'est des choses comme ça qui faisaient en sorte qu'ils mettaient beaucoup l'astronomie et l'astrologie dans leur médecine. Parce que les astres, ils étaient bien importants. Mais tu sais, c'est sûr que si t'es un médecin, puis à chaque fois qu'il y a une pleine lune, c'est la folie, mettons là-bas, ben, tu dois dire, bon, il y a quelque chose qui se passe là, quand les astres sont juste un peu plus différents. Fait que, je serais curieux. On peut pas, tu sais, je peux pas virer dans le temps par « Oh, on va aller valider! » Mais je serais curieuse de savoir à quel point ça a influencé certains exposés qu'ils vont écrire. Je trouve ça intéressant aussi, c'est quand même le premier qui parle d'élémentaires, qui sort de des sphères différentes. Les élémentaires, de mémoire, je pensais que ça venait plus des mythes. Ben, je pense que ça vient de là, oui, mais de là à, tu sais, comme, Toutes les mythes ça a ensemble. toujours été, ben, ça a toujours été dans les mythologies, le fait que, tu sais, il était là, ça existait, c'était comme de connaissance générale, mais là, de l'inclure comme ça dans les traités, là, tu sais, il y a certaines créatures qu'on n'entend plus parler, tandis qu'il y en a d'autres qui sont encore là. Puis je trouve ça intéressant de son concept aussi que c'est pas l'herbe qui guérit, mais la vertu. Donc c'est quelque chose qu'on voit aussi dans sur l'Ayurveda de mémoire. Où justement, c'est les éléments qui ont des. Ben là, ça, c'est indien, là, fait que c'est pas vraiment tous les mêmes concepts, mais que par exemple, une cacahuète, ben ça a l'élément du feu parce que ça représente telle chose, ou peut-être un piment, ce serait un bel exemple. Là. Mais ça représente un Mhm. élémentaire, fait que c'est sa vertu. Quand tu manges sa vertu et donc tu assimiles des trucs. Donc, tu sais, on avait des concepts qui étaient quand même similaires. Oui, puis d'un autre côté, sa phrase n'est pas tout à fait fausse non plus, parce que Uh-huh. si on regarde au niveau de la pharmacie, c'est pas l'herbe qui guérit, mais la vertu qu'il contient. Fait que là, aujourd'hui, on dit c'est pas l'herbe qui guérit, mais la molécule chimique qu'elle contient. Mm. Parce qu'on s'entend que là, quand je dis chimie, ça veut pas dire négatif. Là, c'est en fait, tout est chimique, tu es chimique, je suis chimique, tout est de la chimie, là. Mais je veux dire, il y a une molécule chimique dans cette plante-là qui fait l'effet, qui guérit. Fait que, en gros, il n'y a pas tort là-dedans. Tu sais, c'est pas Mm. la plante qui guérit, c'est il y a quelque chose dans la plante qui fait en sorte qu'on guérit. Fait que, ben, je dis guéri, mais je veux dire traiter, Ça nous soigner. soigne. Là. C'est ça. Parce que guérir, ça veut dire que tu n'as plus la maladie après, quand il y a certaines maladies que ça se guérit pas ou ça fait juste se contrôler, se traiter, ou, etc. Fait que, ça quand même, la base, elle est pas mauvaise non plus, là. Rendu là, puis c'est quand même super intéressant. Puis oui, c'est un médecin. Oui, lui, il a dû faire des 1+1. Il a dû voir pas mal de choses pour en venir à faire ses études. Est-ce que absolument tout ce qu'il a écrit, c'est vrai à 100% parce que c'est un médecin? Non. Mais les idées sont quand même super intéressantes. Mm. Ensuite, euh, on a John Dee. Lui, on entend quand même très, très, très souvent parler. Aussitôt qu'une personne veut approfondir plus le culte, on entend parler à un moment donné de John Dee. Il est né en 1527, il est décédé en 1608 ou 1609, là, selon les sources. En gros, c'est un mathématicien, un astrologue et un occultiste anglais. Parce que vous remarquez que, à date, sont toutes, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui sont pauvres, c'est toutes des... Ben, il est peut-être pauvre, là, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est des... ils ont fait des études, ils ont quand même des grands métiers, ils ont quand même des connaissances.
Et c'est ça que ça les a aidés pas mal, surtout dans son cas, parce que lui a réussi à devenir un conseiller de la reine Élisabeth Ière en Angleterre. Fait que lui, il s'est ramassé avec l'expérience, avec les années et tout, une bibliothèque d'ouvrages, mais totalement incroyable. Il y avait plus de... tu sais, ça allait jusqu'à 4 000 livres et Wow. manuscrits. Je suis jalouse. Ah, mais moi aussi, c'est clair. Puis, tu sais, dans sa générosité, ben, il laissait les érudits consulter ses livres. Tu sais, aller consulter sa bibliothèque. Tu sais, il gardait pas tout ça juste pour lui. Il laissait quand même accessible tu sais, comme aux érudits qui voulaient les étudier. Il a fait plusieurs œuvres là-dedans. Puis, c'est sûr que on parle beaucoup de mathématiques, hein? Ça propose un symbole mathématique puis magique unique comme clé pour comprendre l'unité de la nature. Encore là, tout est mathématique, ça nous fait penser un peu à Pythagore. Euh, il y a aussi, il était convaincu de l'utilité des mathématiques pour les applications pratiques. Puis il disait aussi que le pouvoir occulte des mathématiques permettait de révéler les mystères divins. Et ça, ben, c'est une pensée qui court encore aujourd'hui. Il a créé tu sais, avec Edward Kelly, la magie angélique et un alphabet avec, tu sais, comme un langage angélique. Aujourd'hui, on l'appelle l'alphabet énochien, mais le terme énochien a été inventé puis utilisé plus tard par la Golden Dawn. Fait que c'est pas lui qui appelait ça, tu sais, comme voyons, l'alphabet énochien. Il appelait juste l'alphabet angélique. Euh, Lui, encore, pour la magie cérémonielle et contemporaine, magie angélique, tout, ben lui, c'est sûr que ses écrits sont encore utilisés aujourd'hui. Ben, en fait, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Il a écrit le Mysteriorum Libri Quinque. En gros, ça veut dire les 5 livres de mystère. Ces livres-là constituent le point culminant de ses recherches sur la magie enochienne, un système de communication un peu avec les anges. Il a écrit le Monas Hieroglyphica, la monade hiéroglyphique. C'est un livre sur le symbolisme et l'alchimie. La monographie heptarchique et l'alphabet énochien, quoique là, comme je l'ai dit tantôt, c'est pas lui qui a nommé ça l'alphabet énochien. Là. En gros, ça traite des éléments révélés lors de ses pratiques magiques et des systèmes de langage angélique. Fait en gros, il y avait comme un système de communication où est-ce que, avec Edward Kelly, parce que selon ce que j'ai lu, Edward Kelly, c'était lui qui était comme, qui communiquait et John Dee, lui, il écrivait justement ces contacts-là. Fait que c'est comme ça qu'il vraiment, il y a tout... c'est pour ça que la magie angélique a été créée à ce moment-là, parce que là, c'est les anges qui le parlaient de comment que eux autres, ils voulaient être... euh, pour travailler avec eux et leur alphabet en même temps. Et je pense que Edward Kelly et John Dee sont quand même référencés souvent en spiritisme aussi. Parce que justement, comme qu'ils essayaient de communiquer, ça revient souvent dans les documents. Puis certains des livres, mais aussi des articles, je pense, qui ressortent sur leur expérience qu'ils ont faite avec la communication. Parce que bon, en spiritisme, si on y va avec les années de Kardec, ben c'était très très religieux, donc vouloir parler à des anges, ben c'était pareil. Puis il y en a aussi qui vont dire, ben c'est pas nécessairement des anges, c'est juste des esprits qui sont plus purs. Donc il y a vraiment un rapprochement qui se fait à ce niveau-là. Puis je crois qu'on en avait parlé sur le site à un certain point. Si je fais oui, probablement. de mémoire, là, j'avais écrit sur John Dee. Donc vous allez peut-être pouvoir retrouver ces informations-là même directement sur le site de SNET. Mais c'était ma petite parenthèse, parce que je sais qu'on parle beaucoup d'anges. Mais souvent, des fois, le parallèle est proche là, avec les esprits, donc généralement, on peut aller là aussi. Mais l'alphabet énochien, toi, tu l'as-tu essayé ou tu l'as-tu vu? Je l'ai déjà vu, oui. Oui, je l'ai déjà vu, mais je ne l'ai jamais pratiqué par contre, là. C'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup d'alphabets qui existent. Et des fois, quand on va dans des livres, on voit des alphabets bizarres. Moi, j'aime bien savoir c'est quel alphabet, puis j'aime avoir des sources quand même assez faciles. Fait que tous les types d'alphabets, ça fait quand même partie de mon grimoire. Tu
quand que je me demande c'est quel genre d'alphabet, je flippe mes pages, puis je peux facilement comparer parce qu'ils sont toutes presque sur la même page. Fait que je peux facilement comparer. Mais moi, personnellement, c'est pas de quoi que je me sers, là. Puis je peux pas dire que j'y connais assez pour être capable de le reconnaître au premier coup d'œil. Non, moi non plus, ça fait... Parce que j'ai déjà lu beaucoup là-dessus, mais je pense que ça... Les termes traduits avec, mettons, un alphabet moderne, je pense que ça faisait très latin comme texte. Fait que c'était assez Mhm. intéressant, mais tu sais, effectivement, c'était comme c'est la langue parlée des anges. Il y en a beaucoup aussi qui vont utiliser cette langue-là pour leur grimoire, pour cacher des informations, parce qu'elle n'était pas très difficile de mémoire. Elle était pas il y avait des mots peut-être plus compliqués que d'autres, mais c'était pas tant difficile que ça à avoir. À déchiffrer, oui. Mm. Mhm. Ensuite, on a un que tout le monde connaît bien sûr, Nostradamus. Oui, oui, oui. Nostradamus, qui est né en 1503 et décédé en 1566, c'est quand même mort jeune, hein? Mm. Euh, c'est un médecin et astrologue français. Évidemment, c'est un prophète et un voyant aussi, mais ça, tout le monde le savait. Mhm. Euh, il a commencé à faire des prédictions vers 1547, qu'il a publié en 1555 pour la première fois dans un ouvrage qui s'appelait Les Centuries. Je sais pas, on appelle ça des centenaires, des Ouais, les centaines, centenaires, ça serait ça, je pense. Ouais. Le livre était composé en gros de quadrains rimés regroupés. Puis chaque groupe de 100 quadrans était appelé un centurie. Euh, En gros, c'est un espèce de voyant intemporel parce que encore aujourd'hui, ces écrits, on en entend parler et évidemment, on fait toujours des associations après parce que, étant donné que c'est codé, c'est rimé, puis lui-même, il a fait exprès de faire en sorte que ça soit codé parce qu'il a déjà fait des prédictions, qu'il a déjà causé des problématiques. Fait que c'était volontaire qu'on s'en rende compte après pour pas que, tu sais, le crime de lèse-majesté, ça te le tente pas tant de prédire au roi que ses enfants allaient tous mourir, quoi qu'il le fait. Mais je veux dire, tu sais, c'est dangereux, disons, comme genre de traduction, fait que, tu sais, comme genre d'interprétation, je veux dire, de voyance. Et lui, sa façon de prédire, on disait qu'il avait un bol d'eau. Il faisait l'espèce d'hydromancie. Il avait un bol d'eau, puis il voyait dans le reflet de cette eau-là, il voyait des images que ensuite il, euh, il encodait pour qu'on ne puisse pas le déchiffrer trop facilement. Voilà, pour que ça soit plus difficilement interprétable. Est-ce que tu avais déjà lu le cadran pour certains de ces textes à Nostradamus? Ben, j'ai un livre de lui, oui. Ben, un livre, je veux dire, je pense que j'ai la version imprimée de celui qu'on parle présentement, là. Et j'avoue que c'est quand même c'est très difficile à lire. C'est à comprendre, surtout. Très imagé. J'essaye de retrouver le texte en français parce que c'est en français, là. Mais je me rappelle que quand il y avait eu le 11 septembre, il y a un cadran qui est très proche. Il y a des erreurs un peu dedans, mais tu sais, quand les gens font des prophéties, ça se peut que ça tombe pas 100% dessus, là. Mais Ouais. j'essaie de vous chercher juste le cadran. Et j'en ai un ici. Ça dit le tremblement si fort au mois de mai. Saturne, Capère, Jupiter, Mercure au bœuf, Vénus aussi, Cancer, Mars en nonnet, tombera grêle plus grosse qu'un œuf. Ce qui est le fun aussi, c'est parfois, il y a des prédictions qu'on a connues. Par exemple, le 11 septembre, il y a plusieurs conspirationnistes là-dessus, là, mais on avait un texte, Mhm. c'est le Century 6 de cadran 97. C'est 5 et 40 degrés, ciel brûlera, feu approchera de la grande cité neuve, instant grand flamme esparce sautera, quand on voudra des Normands faire preuve. Il y a des trucs qui ont un peu vieilli. Ben, des Mais Normands. oui, ben, ça dépend aussi de la façon qu'ils sont interprétés, parce qu'en anglais, elle varie un petit peu. Mais OK. en gros, ils disent que le ciel brûlera à 45 degrés
Et par exemple, New York, c'est une latitude de 40 Ah, au lieu de 45. Quand il dit... grande cité neuve, New York, non? Mhm. Il y a aussi une référence à... non, ça, c'est l'explication. Puis il y en a qui disent que, ben non, mais c'est le building a été frappé à 45 degrés au sol. Fait que les gens, vont essayer de chercher des trucs comme ça. Il y en a plein, là. Puis il y en a que... Tu sais, de haut, il y a un homme qui va tomber parce que le diable va s'en approcher. Puis bon, ben, pang, ça peut être vu comme l'assassination de Kennedy. Tu sais, des fois, c'est pas des grosses phrases, mais les gens vont aller chercher comme « Oh, c'est peut-être ça qui faisait référence, tu sais. » Ouais, c'est des interprétations, là, c'est Oui. pas... Puis on s'entend, c'est du vieux français. C'est pas ce qu'il y a de plus récent. Puis... c'est difficile à lire. C'est des symboles, là. Fait que, comme en symbolisme, quand on fait nos rêves, là, des fois, mais moi, un symbole veut dire quelque chose, puis pour quelqu'un d'autre, ça veut dire le contraire, mais c'est la même chose là-dedans. Fait que les gens, ils vont essayer de chercher ce qu'ils ont besoin de savoir pour les prophéties. C'est intéressant, par contre, là, c'est pas... Mais encore là, mettons que tu vois le futur dans, je sais pas moi, dans 1000 ans, tu vois la nouvelle technologie de là-bas, que pour eux autres, c'est le normal, mais que toi, tu n'as jamais vu de ta vie, la façon que tu la décris ressemblera pas du tout à la réalité. C'est pour ça que lui, il a vu des images, il a vu des choses, il a décrit ce qu'il pouvait, mais est-ce qu'il comprenait vraiment ce qu'il écrivait? United Airlines, là, à 1500, c'était pas quelque chose qu'ils connaissaient fort fort, là. Non, tu sais, il aurait pu appeler ça un oiseau d'affaires, là, tu te dis, OK, fine, mais encore là, il y a pas mal de choses que, tu sais, un ordinateur, pour lui, probablement juste C'est une une boîte. boîte, là, je veux dire, c'est pas... c'est une boîte grise, fait que c'est pas... Puis ça, ça dépend de ses visions, là. Je veux dire, j'imagine pas que ça faisait comme un écran de téléviseur dans sa tête, là, que « Wouh, on est rendu là! » Tu sais, non. Donc, mais vous allez voir, il est quand même connu. Puis à chaque fois qu'il y a un événement dans le monde qui est quand même assez extraordinaire, là, il y a toujours quelqu'un qui va lire toutes les prophéties de Nostradamus pour essayer de trouver la phrase qui reflète l'événement. Des fois, je C'est pense pas facile, que c'est facile d'en trouver après. Ben oui, c'est de trouver ce que c'est avant, parce que c'est tellement imagé, puis ça veut pas dire beaucoup, là. Tu sais, la raison pourquoi je donne un exemple comme celui-là, c'est que ça dit pas grand-chose, en fait. C'est que ça prend la forme qu'on lui donne un petit peu. Puis je dis pas que c'est parce que Nostradamus, c'est ça, il était pas capable d'expliquer sa pensée, mais tu sais, c'est des quadrans poétiques avec des descriptions d'images que lui, peut-être, comprend même pas lui-même. Fait que, Ouais, puis ça que met pas toutes les chances de son volontairement, côté pour ça. c'est ça, puis qu'il a volontairement pas décrit de façon précise. Je dis pas que tout ce qu'il fait, c'est mauvais, c'est pas ça du tout, mais Non, 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 c'est pas faut ça prendre qu'on les dit. choses un petit peu à la légère là, face à ça, c'est sûr. Voilà. Sur un autre ordre d'idée, Non, mais c'est-tu pas beau? Moi, c'est toutes ces histoires-là de... Toute l'histoire, je trouve ça magnifique parce que ça modèle... c'est comme une pâte à modeler, là, puis on façonne, puis ça crée le monde qu'on connaît aujourd'hui, puis toutes les facettes qu'on connaît, tu sais. C'est des personnages qui ont marqué l'histoire de plusieurs façons. Là. Il y avait tellement de médecins, en tout cas. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup de médecins. Là. oui, Surtout au début, il y avait après beaucoup ça, de c'était médecins. des philosophes. C'était plus Des mathématiciens aussi. Ouais. Et, écoutez, il va en avoir plusieurs, donc si jamais vous voulez continuer tout ça, ou à retourner un petit peu dans le passé, voir le premier épisode, vous allez pouvoir le trouver sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes dont le podcast est disponible. Vous allez pouvoir le voir justement, le YouTube, vous allez voir en vidéo, mais on ne mettra pas d'image. Je suis désolée de toutes les personnes qui sont présentes. Vous avez des suggestions, vous voulez venir discuter avec nous, on a toujours le Discord qui est disponible pour vous. C'est simple, vous vous connectez, vous nous dites coucou, puis on peut discuter à partir de là. Vous devrez avoir toutes les informations. Oui, en bas de l'écran, où vous écoutez, avec dans le descriptif. En plus, on fait du Twitch. On a 2 stations, en fait. On a premièrement Zelda qui est sur le Twitch de Sorcellerie.net, qui fait des grimoires, des activités, des jeux. Je pense qu'il y a même des épisodes de télévision qu'elle écoute qui sont liés sur le thème. On ouvre des boîtes. Des boîtes. Il y a du stock, là. On fait des débats, des discussions aussi. Non, on s'ennuie pas sur ma chaîne, on s'ennuie pas. Donc, il y a toujours ça. On a aussi la chaîne qui est affiliée, qui est Deathlike.
qui s'occupe un peu plus du côté spiritiste avec les esprits. Donc, si vous avez des questions à ce niveau-là, venez nous voir sur Deathlike. Encore une fois, une Twitch et un YouTube. On a le site de sorcellerie.net. Vous voulez des informations? Ben peut-être que c'est déjà présent dans nos archives, donc venez nous voir. Oui, le site en général ne bouge pas beaucoup, mais les archives sont quand même très intéressantes. Puis même s'il y en a certaines qui datent, l'information est encore bonne. Donc c'est important. Si vous voulez avoir une bonne source d'information, c'est là que ça se trouve et c'est gratuit. Si jamais vous voulez d'autres informations, ben, on a toujours le Facebook qui est disponible à tous. Ce qui devrait vous indiquer là, quand est-ce qu'il y a des sorties au niveau des vidéos ou des publications. On a aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai oublié de te parler depuis les derniers, on a aussi un Patreon. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du Patreon, je m'excuse. Oui. On a aussi Instagram, mais... Oui, on a un Instagram. On a un le Patreon, lui, par contre, il nous aide. Donc, si jamais vous voulez nous encourager, on a un Patreon. C'est vraiment pas cher. Je pense que c'est comme 2, 5 ou 10 $ au top dans nos trucs. Ça nous aide juste à faire les vidéos, à payer pour l'équipement qu'on a besoin pour faire les enregistrements. Ça vous engage à rien, techniquement. Ça ne nous engage non plus à beaucoup, mais on essaie de vous donner au moins la priorité sur les podcasts quand vous êtes enregistrés avec le Patreon. Oui, puis il y a aussi le contenu que je ne mets pas sur YouTube, va sur le Patreon. Il y en a quand même plusieurs. Il y a plusieurs types de vidéos faites en live stream sur Twitch, qu'il est disponible à la rediffusion seulement sur Twitch pendant 2 semaines, mais par la suite, ça disparaît de Twitch. Fait que des fois, ça apparaît soit sur YouTube ou sur le Patreon, mais il y a beaucoup de choses qui vont seulement sur le Patreon. Fait que des fois, ça vaut peut-être la peine. C'est parfait. Donc sinon, on se revoit dans 2 semaines. Merci. Bye bye tout le monde.